Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Edith Péné et je dirige le Réseau québécois d'éducation en santé respiratoire, un organisme sans but lucratif dont la mission est le développement et la diffusion de formations et d'outils destinés aux professionnels de la santé respiratoire. C'est mon grand plaisir d'être accompagnée de ma collègue Joanne Roy, qui est inhalothérapeute, et on est ensemble. Vraiment, on passe un beau moment pour parler de l'arrêt tabagique et des maladies respiratoires chroniques. En fait, c'est une petite capsule qui vous est rendue disponible pour vous, les professionnels de la santé, qui ne sont pas nécessairement dans les centres d'abandon du tabac, mais qui avaient vraiment une place importante à jouer dans toute la chaîne de l'arrêt tabagique pour cette clientèle qui est si chère à nos yeux. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à vous joindre à nous pour cette discussion au sujet de l'arrêt tabagique et des maladies respiratoires chroniques. Alors, merci beaucoup d'abord, Joanne, d'être là avec moi aujourd'hui. Ça fait plaisir. Je te remercie pour ta confiance, Sarah Edith, pour ton invitation. Bien, ça me fait toujours plaisir de partager des beaux moments avec toi parce que je sais que tu es une collègue qui a une grande expérience clinique avec les clients qui vivent avec une maladie respiratoire chronique principalement. Aujourd'hui, on va parler de tabac quand on parle tabac, on parle aussi beaucoup de MPOC. Et donc, c'est toujours un sujet qui est délicat quand même. Des fois, les professionnels de la santé veulent pas trop se mouiller, veulent pas trop s'en mêler parce qu'ils ont peur d'être la 58e personne qui parle d'abandon du tabac avec ces personnes-là. Ils ont peur d'être mal reçus, ils veulent pas être directifs. Des fois, eux autres même pensent que, coudonc, ils vont déjà finir par arrêter de fumer. Fait que donc, aujourd'hui, on est là pour parler de ce sujet-là, mais vraiment sans jugement, vraiment là, dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces personnes-là. Puis, en discutant ensemble préalablement, on avait parlé de comment aborder justement ce sujet-là avec cette clientèle-là. Puis vraiment, je trouve que tu as une super belle approche. J'aimerais ça que tu la partages, s'il vous plaît. Bon, en fait, c'est que l'approche que j'ai, je l'adapte à chaque patient parce que je pense qu'il y a autant d'interventions qu'on a de patients. Et c'est fait dans le cadre de... Souvent, le patient vient de savoir qu'il y a cette maladie-là ou bien... il le sait depuis longtemps, mais il a déjà arrêté de fumer, puis là, il voudrait arrêter à nouveau. Alors, à ce moment-là, c'est fait vraiment on introduit ça dans le suivi et dans un suivi éducatif et clinique. Alors, c'est fait de cette façon-là. Et moi, les premières minutes, quand je suis avec un patient, j'essaie de cerner, pendant les 5 premières minutes, c'est quoi au juste les besoins? Qu'est-ce qui pourrait l'aider le plus à améliorer sa qualité de vie? Alors, lorsque le patient arrive, bien souvent, je vais lui demander, des fois, il vient comme s'il vient de savoir qu'il y a un nouveau diagnostic, bien, d'après vous, ça serait quoi la meilleure chose à faire pour améliorer votre santé puis votre vie tous les jours? Et parce que souvent, ils viennent nous voir, puis là, ils viennent chercher un peu un remède miracle qui va les améliorer, puis tout ça. Et si le patient fume, bien, je vais regarder aussi, je vais faire son historique de consommation tabagique. Bien, je l'aborde comme ça et je vais l'introduire de façon parcimonieuse tout au long de l'entrevue parce que je ne veux pas lui parler juste de ça. Puis, je vais cerner je vais le sentir, je le sens quand le patient est intéressé à ce qu'on en parle. Puis, est-ce qu'il va en savoir plus? Où il va aller? Puis, on dit que, en fait, on sème une graine. Et chaque professionnel de la santé peut semer sa graine à sa façon. Et puis, en posant la question, parfois, il doit le savoir, mais il y a d'autres fois que non, c'est vraiment pas ça. Et puis, au fur et à mesure de la conversation, je vais lui dire bien, que vraiment, la meilleure façon pour qu'il s'améliore, c'est d'arrêter de fumer. Parce que c'est ça qui va améliorer sa qualité de vie. On sait que le tabagisme, c'est la première cause évitable de mortalité, si vous voulez, et aussi de comorbidité au niveau là, des gens. Alors, on va faire la différence en semant l'idée. Il faut respecter le patient. Il faut avoir des renforcements positifs. Si, par exemple, il nous arrive un patient qui fume encore, mais j'ai une dame, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit, moi, je fumais 45 cigarettes par jour, fait 40 dans le bureau, puis elle dit, moi, là, elle dit... quand j'aborde le sujet, j'en fume 15, bien, je la félicite. Elle était toute... mon Dieu, elle dit, je fume, puis vous me félicitez, mais j'ai dit, je félicite l'effort que vous avez fait d'avoir diminué.
Puis, elle dit, moi, j'étais très hésitante à venir vous rencontrer. Je savais qu'on me parlerait encore de ça. Puis, elle dit, j'ai plus le goût d'en entendre parler. Mais elle dit, là, l'approche que vous avez en me félicitant, ben, elle dit, je veux en savoir davantage. Alors, ça ouvre une porte. C'est une façon vraiment d'aborder les gens. Puis, il faut pas avoir de préjugés. Comme je disais tantôt, il faut utiliser différentes stratégies, les adapter à la personne. Il ne faut pas que ce soit l'unique sujet de conversation, parce que ça, là, ça les irrite au plus haut point. Puis, il faut créer un climat de confiance. Alors, il faut toujours se mettre au niveau du patient, ça, on le sait. Puis, il faut aussi que le patient fasse partie des décisions. C'est un défi pour le patient d'arrêter de fumer. C'est pas un défi pour nous. Alors, le patient doit lui-même choisir ses propres stratégies, mais nous autres, on est des guides. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Puis, il faut aussi miser sur les succès antérieurs. S'il a déjà arrêté de fumer, il faut le féliciter pour ces fois-là, puis leur dire que si vous avez réussi une fois, vous allez être capable encore. Puis, il faut aussi miser sur... faut instiguer aussi l'espoir à ces gens-là. Quand le patient, faut qu'il y ait du positif à arrêter de fumer. Et bon, c'est certain que si le patient arrête de fumer, bien, il va avoir une meilleure qualité de vie. Comme je disais tantôt, la maladie va progresser moins rapidement. Il va être sujet à avoir moins d'infections respiratoires parce que son immunité va s'améliorer. Alors, ça, c'est très important. Je parlais du monoxyde de carbone. Après 24 heures, il va avoir diminué de moitié. Et puis, après 24 heures, les poumons rejettent les résidus de fumée. Alors ça, c'est vraiment un peu dans le temps. Puis après 10 ans, on dit que le taux de mortalité du cancer du poumon est comparable aux non-fumeurs. Alors, on se sert de l'outil, oui, la courbe de Fletcher, parce que quand les gens nous posent la question, ils aiment ça, on a beau leur dire qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça va améliorer la qualité de vie, mais ils aiment ça voir quelque chose de quantitatif. On veut des chiffres. On veut des chiffres. Alors, le patient qui vient me voir, souvent, il vient d'avoir une spirométrie, s'il vient de savoir que le diagnostic, par exemple, d'un MPOC. Puis là, sur la courbe de Fletcher, cette courbe-là me permet de positionner la valeur de VMS du patient. Et il voit, par exemple, où il se situe par rapport à quelqu'un qui n'aurait jamais fumé ou qui n'aurait pas de sensibilité au tabagisme. Et ce que je dis aux patients, c'est que là, votre valeur de VMS, elle devrait être plus élevée que ça. Là, vous avez une valeur de VMS d'une personne plus vieille que vous. Et là, il dit, si j'arrête de fumer, est-ce que mes poumons vont retrouver leur âge? Ils ne retrouveront pas leur âge. Mais le processus de vieillissement va se faire au même rythme qu'une personne qui ne fume pas. Alors, la descente abrupte du VMS va ralentir au même, c'est ça, à la même cadence qu'une personne qui n'aurait jamais fumé. Et ça, peu importe à quel moment de sa vie il arrête de fumer. Souvent, dans la vraie vie, parce que si les patients reviennent nous voir, puis on sait qu'avec la pandémie, les gens ont été diagnostiqués un peu tardivement. Et puis, alors, ce qu'on voit aussi, c'est des gens qui ont la maladie, qui ont déjà essayé d'arrêter de fumer. Puis là, ils disent « Ah, moi, j'ai tout essayé, puis ça ne fonctionne pas. » Alors, je leur dis, il a arrêté, puis il a diminué. Parce que ce qui est difficile pour vous, c'est la dépendance à la nicotine. La nicotine, ça crée une dépendance physique, sociale, psychologique. Alors, comment on peut faire pour se défaire de ça? Bien, si vous avez tout essayé, puis vous avez... S'ils sont dans la phase de la pré-contemplation, de la contemplation, bien, ces gens-là, c'est là qu'il faut semer la bonne graine. Bien, à ce moment-là, il reste de diminuer progressivement. Ils peuvent diminuer progressivement avec l'aide de courte action de remplacement nicotinique ou le faire, moi je leur dis, si vous prenez par exemple, ou si vous décidez d'arrêter plus drastiquement, par exemple, avec des teintes de remplacement nicotinique, bien, ce que ça fait, c'est que c'est le sevrage de la nicotine qui va se faire avec vos teintes. Mais si vous le faites de vous-même en diminuant, par exemple, là, c'est très lent, mais ça marche. Pour certains patients, ils viennent me revoir plus tard, puis ça marche. C'est diminuer d'une cigarette par jour, par semaine. Et je dis aux gens, la cigarette que vous ne fumez pas chaque jour, mettez-la dans un paquet vide, puis accumulez-vous un paquet. Puis lorsque vous serez rendu à vous acheter un paquet, bien, l'argent
que vous allez avoir économisé, mettez-les dans un petit cochon ou une petite banque. Et puis, à un moment donné, bien, ça peut être un incitatif supplémentaire pour dire j'économise de l'argent. Ça peut être ça. Alors, de diminuer progressivement ou bien encore de diminuer avec tous les produits, les courtes actions, bien ça fait un beau jumelage pour le patient qui a tout essayé. Mais c'est certain que pour les gens qui n'ont pas essayé rien ou qui ont essayé une méthode, bien, on a, comme je disais tantôt, tous les produits de remplacement nicotinique, mais avec les teintes qui peuvent permettre d'arrêter là, un petit peu plus drastiquement. Puis aussi d'expliquer aux gens que parfois, les gens vont dire moi, j'ai essayé les teintes, mais j'ai eu des effets secondaires. Ouais. J'ai essayé, par exemple, les médicaments, le Champix, le Ziban, j'ai eu des effets secondaires. Mais il faut savoir que arrêter de fumer, ça a des effets. Et parfois, les deux sont confondus. Mm-hmm. Fait que je pense que, moi, je dis aux gens, allez voir votre pharmacien. C'est le très bon conseiller. Il y a aussi des professionnels de la santé qui sont aussi connaissants que le pharmacien. Mais moi, dans le travail que je fais, j'ai pas le temps de commencer à tout expliquer, les concentrations, par exemple, de remplacement nicotinique et tout ça. Le pharmacien, il est très bon. Puis le pharmacien, il va vous le dire, vous aussi, si vous avez des effets secondaires. Est-ce que c'est lié au processus que vous avez entrepris, la façon que vous avez de faire votre sevrage de nicotine, ou c'est vraiment le sevrage de nicotine parce que vous avez arrêté de fumer. Alors là, il faut éviter de confondre les deux, mais le pharmacien est très bien placé pour expliquer ça aux patients. Puis c'est une ressource très disponible aussi. Très disponible, et souvent, le patient aussi, il ne sait pas tout le temps que ces gens-là, par exemple, peuvent prescrire, parce qu'il y a aussi les deux médicaments, qui est le Champix et le Ziban. Bien, ces deux médicaments qui peuvent aider les gens. Pour les patients, c'est sûr qui ont un peu tout essayé, comme je disais tout à l'heure, bien, c'est sûr qu'ils peuvent utiliser la combinaison aussi de teintes de remplacement nicotinique à longue action, puis aussi les produits de courte action qui peuvent être utilisés ensemble. Pour les envies impérieuses. Oui, c'est ça. Parfois, parce qu'au lieu de chuter, surtout quand le patient, bien, même au début, ça lui ouvre une porte, puis ça le stresse moins là, de savoir qu'il peut utiliser des courtes actions, des longues actions en même temps. Alors ça le rassure, le patient. Puis moi, j'explique aussi les courtes actions que ça peut avoir le même effet que lorsqu'il fume une cigarette, surtout avec le vaporisateur. Le vaporisateur, en 60 secondes, déjà, le cerveau reconnaît là, que la nicotine arrive. Fait que ça les rassure parce que c'est comme, j'ai une petite porte de sortie, au lieu de, surtout même vers la fin, au lieu d'aller en allumer une. Ou s'ils ont fait le sevrage progressif par eux-mêmes, bien, ça peut aussi les accompagner, puis ça peut vraiment les aider. Il faut qu'ils aient confiance en ce qu'ils font. Puis il faut qu'ils sachent, il ne faut pas que ce soit trop stressant pour eux de prendre cette décision-là, puis de ne pas retomber dans les mauvais comportements, là, si on veut. C'est ça. C'est sûr que ça leur donne beaucoup d'outils aussi, et qu'ils ont un peu le choix. Ils ont un certain contrôle sur ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont adopter comme comportement. Puis, dans tout le processus là, où on veut qu'ils s'impliquent, puis on veut qu'ils soient investis dans leur prise en charge, bien, je pense que c'est quand même intéressant de leur donner des outils variés. Puis ils vont choisir ceux qui aime le mieux. Puis avec l'aide du pharmacien, moi, comme j'ai dit, le pharmacien, puis ne pas confondre là, justement les effets secondaires qui sont dus à ce qu'ils utilisent comme produit pour arrêter de fumer, parce que arrêter de fumer, ça a aussi des effets secondaires, ça a des effets physiologiques là, qu'ils vont ressentir et même psychologiques. Là. Alors ça, avec le pharmacien, ils peuvent démêler tout ça parce que parfois, ils ne veulent pas réessayer ce qu'ils ont déjà essayé parce qu'ils ont dit « Ah, j'ai eu des effets secondaires. » Mais comme ça, bien, ils vont pouvoir démêler tout ça puis ils vont mieux comprendre. Comprendre aussi, par exemple, qu'un teinte de remplacement nicotinique, là, il y a toujours une petite quantité de nicotine qui est libérée. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de haut et de bas comme ils connaissent lorsqu'ils fument la cigarette. Là. Une fois que l'effet de la cigarette est passé, ils retombent dans... Bien là, ils retrouvent plus une condition qui est
je dirais, plus en équilibre. Là. Puis justement, pour choisir un peu ce thème de nicotine-là, parce qu'il y a quand même une variété de doses, tout ça, bien, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais j'inviterais peut-être les professionnels de la santé à consulter les informations qui sont données par les pharmaciens pour un Canada sans fumée. Ils ont fait des super beaux algorithmes avec des tableaux vraiment bien précis, des dosages. Tu sais, c'est vraiment très clair, très complet. Là. Si vous voulez en savoir plus sur justement les doses disponibles, puis la façon de combiner, comme Joanne mentionnait, mais là-dedans, là, tout est vraiment bien détaillé. Puis ça a été fait par un regroupement de pharmaciens, justement, là, de tout le Canada. Là, donc, je pense que c'est une belle ressource. Pour fermer la boucle de notre discussion, il y a quelque chose quand même qu'on peut pas passer sous silence avec la clientèle qui vit avec une MPOC en particulier. Souvent vient un moment où ils ont vécu beaucoup de deuil, beaucoup de pertes. Puis là, ils arrivent au moment où ils disent que fumer, ben c'est comme le seul plaisir qui leur reste. Puis les gens, en tant que professionnels de la santé, se sentent un peu bousculés quand ils entendent une telle déclaration. Puis tu sais, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle nécessairement, là, mais est-ce qu'on pourrait discuter de cette problématique importante? C'est ça. En fait, pour reprendre les paroles d'une conférencière que j'ai écoutée il n'y a pas très longtemps, elle posait la question aux patients, est-ce que vous connaissez des gens qui sont heureux et qui ne fument pas? Parce que le plaisir, les gens qui fument vont se sentir bien quand ils vont fumer la cigarette, mais entre les périodes où ils fument, les périodes où ils ne fument pas, si vous voulez, là, ben, ils sont moins fonctionnels, ils se sentent moins bien. Et ce qu'on veut, c'est que la personne, en disant « c'est le seul plaisir qui me reste », ben, vous pourriez aussi avoir du plaisir sans fumer. Et il faut essayer, il ne faut pas que le geste d'arrêter de fumer devienne punitif ou les prive d'un plaisir. Alors, parce que souvent, ça va être associé, je dis à la personne, imaginez-vous, quand vous fumez votre cigarette, qu'est-ce que vous faites? Mettez-vous dans le contexte. Est-ce que vous êtes capable de reproduire ce même contexte-là quand vous êtes tout seul? Alors, socialement, c'est autre chose. Là. Mais quand vous êtes tout seul à la maison, puis que vous prenez le temps de vous asseoir, de fumer votre cigarette, de boire un bon café, bien, faut pas se priver de ça. Faut quand même le refaire, ça, mais le refaire en vous faisant davantage plaisir. Vous aimez le café? Bien, essayez de trouver des bons cafés. Vous aimez les thés, les tisanes, essayez de vous en trouver des bons ou trouvez-le vous-même. Ça peut être d'aller vous acheter une belle bouteille d'eau, puis prenez le temps de boire l'équivalent d'un bon verre d'eau dans une belle bouteille avec une paille, puis mâchouillez votre paille au lieu de votre cigarette. Mais c'est pas moi qui va vous dire quoi faire. C'est à vous de le trouver pour que vous ayez du plaisir dans la vie, tout en en conservant votre santé et en essayant de l'améliorer. Parce que l'important, c'est de semer la graine, chacun de nous. Peu importe, un petit 5 minutes, même pas quelques minutes, essayons d'y penser. Tout simplement, je pense que c'est ça, c'est le message qu'on veut lancer aujourd'hui. Bien, c'est un excellent message. Puis, en tout cas, aujourd'hui, nous aussi, on espère avoir semé la graine. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans vos interventions. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'en équipe, on est plus fort. Hein? Le RQSR est toujours là. Il y a des bons outils aussi. Et merci beaucoup. À la prochaine, tout le monde. Au revoir.